Avez-vous déjà ressenti qu'une histoire, un personnage ou un symbole résonnait en vous d'une manière profonde, presque instinctive, comme si certains schémas narratifs révélaient quelque chose que vous portez en vous depuis toujours? Dans la première vidéo, nous avions mis un premier pas dans l'inconscient, ce vaste territoire qui façonne nos pensées et nos comportements. Et en creusant cette notion, nous nous étions arrêtés sur un point clé, les archétypes. Ces figures intemporelles qui traversent les mythes, les rêves et les cultures, et qui façonnent aussi notre propre histoire à notre insu. Mais qu'est-ce qu'un archétype au juste? Comment influence-t-il nos vies, nos choix, nos comportements? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette deuxième vidéo de Psyché Déclic. Et comme dans la vidéo précédente, pour poser les bases, on va commencer par une définition. A priori, si on se réfère à l'acception du mot dans la langue courante, un archétype, c'est un modèle type, un idéal qui sert de référence pour illustrer des catégories plus larges. Donc, dans le sens commun, l'archétype, c'est à peu près l'équivalent de l'idée avec un I majuscule chez Platon. On se rappelle des cours de philosophie de terminale. Chez Platon, par exemple, on va faire la distinction entre d'une part l'idée intelligible du cercle, dans sa forme pure, parfaite, abstraite et immatérielle, et d'autre part le rond sensible, concret, que l'on va tracer sur une feuille, et qui ne va être en définitive qu'une approximation imparfaite de cet archétype du cercle. Autrement dit, dans le langage courant, l'archétype, c'est l'essence, l'abstraction qui se cache derrière toutes les représentations concrètes. Ça, c'est pour la définition issue du sens commun, mais en psychologie analytique, Jung va donner au mot archétype une signification beaucoup plus profonde. Pour lui, les archétypes ne sont pas simplement des modèles abstraits, mais plutôt des structures universelles inscrites dans l'inconscient collectif. Ce sont des schémas fondamentaux de pensée, des formes primordiales qui influencent nos perceptions et nos manières d'agir. Cette conception si particulière des archétypes, Jung l'a développée en observant les rêves de ses patients. Notamment, l'un des cas les plus marquants fut celui d'une jeune femme souffrant d'un complexe paternel. Au fil du traitement, Jung, le thérapeute, est apparu dans les rêves de la patiente sous diverses formes symboliques. Tantôt comme une force protectrice et berçante, tantôt comme une sorte d'esprit immense et vénérable, ou bien encore sous les traits d'un vieillard prodiguant des conseils. Ces images dépassaient la simple personne de Jung et renvoyaient à des images primordiales, celles de la mère nourricière, du dieu esprit ou du sage. Ces observations cliniques ont conduit Jung à une conclusion majeure. Ces figures récurrentes ne sont pas de simples constructions individuelles, mais des manifestations d'un héritage psychique commun à toute l'humanité. Ce sont donc des émanations de l'inconscient collectif. Les archétypes sont donc les blocs constitutifs de l'inconscient collectif, les éléments fondamentaux et primitifs de notre structure psychique. Ce caractère primitif est essentiel. Les archétypes précèdent aussi bien les comportements issus de l'inconscient personnel que ceux du conscient. Ils sont là depuis toujours, comme une matrice invisible structurant l'esprit humain à travers les âges et les cultures. Déjà présents chez les Romains, les Perses ou les Celtes, les archétypes influençaient les pensées et les actions bien avant que nous en ayons conscience. Ce sont des forces organisatrices de la psyché humaine dont les représentations vont sans cesse évoluer au cours du temps, même si, en définitive, derrière chaque archétype, on aura toujours le même vecteur, le même esprit, la même énergie qui se manifeste à travers ces images fluctuantes qui sont sans cesse réinterprétées par différents filtres personnels et culturels. Autrement dit, pour Jung, les archétypes sont des motifs récurrents, des thèmes qui apparaissent régulièrement dans nos rêves, mais aussi dans les mythes, les contes et la littérature universelle. Ce sont en quelque sorte les constantes de l'imaginaire collectif
des éléments que l'on retrouve à travers les siècles et les civilisations, peu importe les contextes culturels. Ainsi transmis par les récits mythologiques et profondément ancrés dans l'inconscient collectif depuis les origines de l'humanité, les archétypes vont agir comme des projections mentales de nos instincts primordiaux. Ils vont être des modèles de comportement, des formes fondamentales et archaïques de la pensée qui guident nos actions et nos perceptions. Alors la question que l'on peut se poser à ce stade est la suivante. D'où proviennent ces motifs de l'inconscient collectif que l'on retrouve dans les rêves et dans les mythes? Eh bien ces motifs découlent directement de la somme des expériences humaines, la somme des réactions face à des situations précises qui nous ont permis d'évoluer et de survivre. Au fond, ce que l'on retrouve consigné dans les mythes, qu'ils soient issus des traditions orales ou des grands textes sacrés comme la Bible, les Védas ou le Livre des Morts, ce sont des enseignements précieux sur des comportements qui ont assuré la survie des individus au sein de leur collectivité. Qu'on soit croyant ou non, il est important de voir que ces récits, souvent édifiants, proposent des lignes de conduite basées sur des comportements éprouvés par l'humanité au fil du temps. Et donc, on peut aussi concevoir les archétypes comme des fragments de la mémoire comportementale collective héritée au fil des générations à travers l'inconscient collectif. Car en effet, contrairement au matériel psychique de l'inconscient personnel, qui est juste dérivé de nos expériences individuelles, l'inconscient collectif va, pour sa part, contenir du matériel originel qui a été hérité par des siècles d'évolution. Des instincts, des impulsions qui sont apparus spontanément en tant que comportements fondamentaux du vivant, sans aucune motivation consciente. Et lorsque Jung parle d'archétypes, il pointe justement vers ces comportements fondamentaux du vivant. Et comme on l'évoquait, pour étudier et comprendre les archétypes, il est particulièrement intéressant de se tourner vers la mythologie, et plus spécifiquement la mythologie comparée, car celle-ci va permettre de repérer les invariants culturels, les modèles de comportement et les schémas de pensée qui émergent de manière transculturelle au-delà des particularités civilisationnelles. Et par extension, forcément, on va aussi pouvoir retrouver des traces archétypales dans l'art et la littérature qui ouvrent également des fenêtres sur ces motifs universels, révélateurs de l'inconscient collectif. Un exemple canonique souvent cité pour illustrer la présence des archétypes dans la mythologie, c'est celui du dragon. Ce motif du dragon, il est présent dans de nombreuses légendes un peu partout dans le monde. Il traverse les cultures et les époques. C'est un invariant structurel. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi en exploitant le versant psychologique, eh bien on voit que le dragon est une créature qui vole, qui crache du feu, qui possède des griffes acérées et qui en plus arbore un visage reptilien. Donc on a cette figure du dragon qui incarne ainsi un condensé de toutes les peurs ancestrales auxquelles les primates ont dû faire face. Le dragon est une sorte de métaprédateur, il regroupe en lui tous les attributs des menaces qui ont hanté nos ancêtres singes et humains. Le dragon devient alors l'image, formée par diverses associations inconscientes, d'un ennemi universel, porteur de terreur primordiale. Au-delà de cet exemple particulier du dragon, si on commence à s'interroger sur la structure fondamentale du mythe, eh bien, on peut aller regarder du côté de l'œuvre de Joseph Campbell, qui, en s'inspirant des archétypes jungiens, a développé le concept du monomythe, que l'on retrouve notamment dans son ouvrage Le héros aux 1001 visages. Pour Joseph Campbell, dans le fond, il n'existe véritablement qu'un seul mythe, un monomythe, et tous les récits qui ont été inventés jusqu'à présent ne sont que des variations infinies qui se basent toujours sur ce même schéma narratif qui n'est autre que le voyage du héros. En effet, on a ce modèle structurant du voyage du héros que l'on retrouve dans presque toutes les histoires, de l'épopée d'Ulysse jusqu'aux aventures de Naruto. Alors bien sûr, comme on le disait, ce schéma n'est pas rigide, c'est une réinvention perpétuelle.
Par exemple, certains récits peuvent voir émerger des figures d'anti-héros, et cette même figure d'anti-héros peut prendre des allures différentes, comme Don Quichotte dans la littérature espagnole, qui va être plutôt un modèle d'idéaliste naïf, tandis que Walter White, dans la série Breaking Bad, lui va plutôt être un personnage complexe, tiraillé entre le bien et le mal. Peu importe les variantes, au final, on a vraiment des schémas narratifs, des personnages récurrents, des motifs structurants qui viennent organiser la plupart des récits. Et c'est Joseph Campbell, inspiré par la théorie jungienne des archétypes, qui a décrypté ce cheminement du héros dans son livre. C'est d'ailleurs ce livre, Le héros aux mille et un visages, qui a inspiré aussi le guide du scénariste de Christopher Vogler, qui est un ouvrage très connu dans le monde du cinéma, et notamment à Hollywood, et dont quelques grands noms comme George Lucas ou Steven Spielberg se sont inspirés pour structurer leur récit et donner corps à leurs personnages en empruntant justement aux archétypes de la psyché collective qui révèlent les différentes facettes de l'esprit humain. Et c'est précisément parce que ces histoires viennent puiser dans ce grand réservoir de représentations archétypiques qu'elles ont autant de succès lorsqu'elles sont portées à l'écran. Suivre ces schémas du monomythe débouche sur des blockbusters ou des best-sellers en littérature, tout simplement parce qu'on touche à quelque chose d'essentiel du fonctionnement psychologique. Et donc un très large public va se reconnaître et s'approprier très facilement ces préoccupations universelles. Alors justement, quand on pense à ces figures de héros, d'anti-héros et à leur représentation dans les mythes, les récits ou encore les films d'aventure ou de super-héros, Jung nous met en garde sur la possible confusion entre l'archétype et ses diverses représentations. Il est important de faire une distinction entre l'archétype, qui est un concept abstrait, une idée qui échappe à la représentation concrète, et qui n'a pas de contenu déterminé, et les représentations archétypiques, qui ne sont que des expressions culturelles et individuelles de l'archétype. Un archétype, comme celui du sage par exemple, renvoie à une idée générale, à des fonctions psychologiques et comportementales qui lui sont associées, mais cette idée reste floue, complexe et universelle. En revanche, ces représentations archétypiques sont des formes spécifiques qui varient d'une culture à l'autre et d'un individu à l'autre. Par exemple, sur le plan culturel, l'idée du sage peut prendre forme dans des personnages comme Merlin ou Rafiki dans Le Roi Lion, qui sont deux représentations archétypiques particulières de cet archétype. Et à cela s'ajoute la dimension individuelle, car en effet, chacun de nous, à travers notre vécu et l'imagerie que nous nous sommes forgés, eh bien chacun de nous va se construire sa propre représentation personnelle d'un archétype, qui résonne avec nos propres problématiques psychologiques. Il est donc essentiel de ne pas confondre les formes revêtues par les archétypes, ces images concrètes et palpables qui incarnent les archétypes, avec l'archétype lui-même, qui reste un ensemble de traits et de caractéristiques définissant un comportement ou une action en tant qu'expression psychique. Par exemple, ma représentation archétypique du sage va être un composé de toutes les expressions de figures de sage auxquelles j'ai été confronté au cours de ma vie, et certaines qualités du sage vont entrer particulièrement en résonance avec moi, parce qu'elles sont liées à des charges émotionnelles importantes pour moi. Et donc, inévitablement, ma représentation archétypique du sage sera forcément différente de la vôtre. Si l'on reprend l'exemple du dragon, l'archétype du dragon n'est pas l'image de cette créature telle que nous l'avons vue à travers des centaines de représentations au cours de notre existence, ni celle que nous nous sommes forgées dans notre esprit en lisant un livre où elle apparaissait. L'archétype du dragon est plutôt l'essence, le concept du dragon, qui se résume à la somme des attributs des prédateurs incarnant les peurs et les menaces liées à notre existence en tant qu'espèce. En d'autres termes, l'archétype n'est pas l'image en soi, ni la représentation en soi, mais bien ce que cette image révèle de la psyché humaine et de nos comportements. Et c'est l'ensemble des symboles
et des émotions que cette figure suscite en nous, qui nous permet d'accéder à une compréhension plus profonde de l'inconscient collectif. Les archétypes ne sont pas non plus des entités ou des sous-personnalités comme on l'entend parfois. C'est vrai qu'on a tendance, c'est un biais cognitif, à personnifier, à anthropomorphiser des concepts, parce que ça nous permet de mieux les appréhender, de les visualiser, de résumer une idée, mais cette tendance simplificatrice ne doit être prise que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la représentation réductrice d'une abstraction beaucoup plus puissante. Ceci étant dit, il n'en reste pas moins utile de se baser sur les représentations archétypales pour comprendre la nature des archétypes. Simplement parce que parmi les sens nobles, c'est la vue, bien évidemment, qui aura toujours la primauté. Nous sommes pour la plupart des penseurs visuels, nous avons pour la plupart une intelligence visuelle, et ces images vont nous permettre de saisir de manière instantanée ce condensé d'informations qui caractérise nos comportements. Et aussi tout simplement parce que la psyché est toujours quelque chose qui nous échappe, que l'on n'arrive jamais à décrire parfaitement, même si on arrive à rassembler et à énumérer certaines caractéristiques. En fait, sans l'image qui vient résumer l'idée, on ne parvient pas véritablement à définir correctement le motif. Et donc nécessairement, même si les images, les symboles, les représentations ont ce pouvoir synthétique, elles échappent à cette possibilité de rendre totalement compte de la somme des comportements qui caractérisent un archétype. Si on prend par exemple l'archétype du héros, chaque instance du héros, que l'on va voir dans un film, dans un livre, ou même une expression de l'archétype dans la vie réelle, un pompier par exemple, n'englobera pas l'entièreté du concept du héros. Parce qu'on a affaire à une expression particulière et donc forcément limitée du héros. Et maintenant qu'on a dit ça, on comprend pourquoi, chez Jung en tout cas, il n'y a pas véritablement de liste exhaustive des archétypes. Parce qu'encore une fois, pour Jung, les archétypes ne correspondent pas aux images incarnées, aux représentations archétypiques, mais au contraire, ce sont des concepts sans représentation qui renvoient à des modèles de comportement ou à des instincts premiers, et donc ce serait presque un contresens que de vouloir vraiment dresser une liste exhaustive des archétypes, puisque, au sens large, il y a autant d'archétypes que de comportements humains. Donc Jung vient seulement nous donner quelques exemples qui vont faire écho à des modèles fondamentaux du fonctionnement de la psyché. On retrouve par exemple l'ombre, le soi, l'anima, l'animus, et au niveau des archétypes plus faciles à personnifier, Jung va évoquer le sage, le mentor, le trickster, ou encore l'enfant éternel. Et au-delà des modèles issus de la psychologie analytique, on va aussi retrouver dans les récits beaucoup d'autres motifs récurrents. Pour n'en citer que quelques-uns, on a par exemple la femme fatale, le prétendant, le guerrier, le magicien, le messager, le poète, la sorcière, etc. Chacun de ces personnages types va remplir une fonction narrative et dramatique précise dans l'histoire, mais aussi une fonction psychologique. Leur présence dans un récit permet de structurer le déroulement de l'intrigue, mais ils apportent surtout une richesse et une profondeur qui donnent de l'épaisseur et une humanité aux personnages. Et comme on le disait tout à l'heure, l'emploi de ces archétypes va faciliter l'identification du spectateur puisque, par définition, les archétypes renvoient à une somme de comportements qui caractérisent le fonctionnement de la condition humaine. Par conséquent, dans nos agissements au quotidien, sans le savoir vraiment consciemment, on vient mobiliser ces images que l'on voit dans les films ou les mythes et des archétypes qui se cachent derrière elles en fonction des situations auxquelles on est confronté. Chez Jung, on a cette idée que les archétypes s'activent en nous. Autrement dit, l'inconscient collectif est un immense réservoir d'archétypes qui sont des motifs formés sur des siècles d'évolution. Et dans certaines situations, qui vont être des déclencheurs, on va en quelque sorte incarner l'esprit de ces modèles inconscients dans nos comportements. À certains moments, notre inconscient va s'exprimer par l'intermédiaire de ces archétypes, et sans même que l'on s'en rende compte, on va adopter une attitude de sauveur, ou bien une qualité particulière du magicien, ou un mode de présence au monde qui va solliciter par exemple l'archétype du mentor,
du prince ou de l'éternel enfant. Il faut bien voir que lorsqu'on active un archétype, en fait, on active une expérience humaine. Une manière de réagir à une situation qui a été jouée et rejouée un nombre incalculable de fois au cours de l'histoire de l'humanité, à tel point que cette expérience a été parfaitement intériorisée de manière inconsciente, jusqu'à finir par être gravée dans les mythes. Donc par exemple, si vous aidez une vieille dame à traverser la rue, vous activez une part de l'archétype du sauveur. Si vous rentrez en confrontation avec un de vos collègues au travail pour défendre votre projet avec un certain courage, vous activez une part de l'archétype du guerrier. Notez au passage que l'archétype peut s'activer, entre guillemets, négativement, de manière déréglée, lorsque un manque dans la sphère consciente demande justement une compensation de la part de l'inconscient. Dans ces cas-là, l'archétype vient se manifester dans l'expérience de manière détournée et refoulée, justement parce que il n'est pas assez intégré au niveau conscient. Par exemple, l'archétype du sage peut être dévoyé en une forme d'arrogance ou de manipulation. De la même manière, l'archétype du guerrier peut devenir une expression excessive de violence ou de rage. Et au-delà de l'expression négative, une expression archétypale peut même s'avérer dans certains cas être pathologique. Comme on l'avait vu dans la dernière vidéo avec l'exemple du médecin, dans ce cas, on a un trouble psychique causé par différentes raisons qu'on avait évoquées ensemble, et en définitive, on a une personne qui se retrouve en quelque sorte possédée par l'archétype du sauveur. Autrement dit, l'expression de l'archétype n'est plus simplement situationnelle, comme elle est censée l'être, c'est-à-dire en réaction face à une situation, mais au contraire, dans ce cas, l'archétype est omniprésent, il est surreprésenté dans l'expression des comportements. L'individu s'est suridentifié avec le motif, et on a une répétition excessive et déséquilibrée du comportement du sauveur dans la quasi-totalité des situations qui se présentent à l'individu. Et donc, en thérapie jungienne, ce sera précisément la compréhension de l'archétype qui est à l'œuvre qui permettra d'identifier les usages sains et malsains de ce motif dans les comportements acquis au cours de l'existence. Voilà pourquoi, pour mitiger les potentiels effets négatifs des archétypes, il est essentiel d'apprendre à les comprendre et en prendre conscience. Plus on a une vision aiguë de ces thèmes et modèles issus de l'inconscient collectif, plus on devient capable de les intégrer de manière équilibrée et de les utiliser à bon escient. En poussant le curseur un peu plus loin, on pourrait presque même faire une interprétation taoïste des archétypes. Si on part du principe qu'il existe une manière correcte et pondérée de réagir face à une situation, une manière fluide de faire les choses, et que l'appropriation de cette justesse passe par l'observation des comportements ancestraux, le Dao des ancêtres, alors à ce moment-là, les archétypes peuvent devenir des béquilles solides sur lesquelles on peut s'appuyer, à condition de bien les comprendre, et ainsi nous aider à agir de manière appropriée. L'idée sous-jacente est que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à traverser certaines épreuves, certaines expériences humaines. Les archétypes nous permettent de replacer nos actions et nos vécus dans un cadre beaucoup plus large, celui de la condition humaine universelle. Être capable d'identifier l'expression active d'un archétype dans nos vies, c'est reconnaître comment ces archétypes se manifestent dans nos expériences vécues. Cela passe par la reconnaissance des motifs qui émergent, que ce soit dans nos comportements ou dans ceux des autres, et par la compréhension de la manière dont ils résonnent avec des schémas anciens qui nous ont façonnés en tant qu'espèce. Les archétypes sont donc à la fois des modèles universels et des outils qui peuvent être mobilisés pour naviguer dans la vie avec une certaine forme de sagesse. Et maintenant que nous avons posé les fondamentaux de ce concept, dans la prochaine vidéo, on essaiera sans doute d'explorer un archétype en particulier pour voir justement comment il peut influencer notre fonctionnement. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode de Psyché Déclic.